Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je suis le maître d'Apache et c'est très important parce que Apache étant mon chien, ça signifie que je me définis d'abord par rapport aux animaux. Voilà, donc en fait je suis vétérinaire, je suis né en Algérie, à Tiaret, et j'ai fait un parcours quelque peu original au dire de ceux qui l'ont entendu ou lu. Le docteur Yves Layani, c'est le fils du docteur Jacques Layani qui était un médecin qui exerçait à Tiaret en Algérie, qui a fait ses études en France. Et voilà, avec lequel j'ai grandi, et vraiment grandi professionnellement, puisque notre appartement était mitoyen à son cabinet médical, c'était dans le même appartement qu'il y avait tout, notre habitation et son travail, et donc régulièrement, il m'amenait dans son bureau, il me montrait sur le négatoscope des radiographies, il me faisait palper des foies, des articulations, etc. Et donc j'ai baigné dans la médecine humaine avant de baigner dans la médecine vétérinaire, et ce qui m'a fait décider de m'orienter vers la profession vétérinaire, c'est qu'en fait, je trouvais que mon père avait une vie de dingue. Il travaillait comme un malade, du matin jusqu'au soir. Et je me suis dit, jamais j'aurai une vie aussi dingue que la sienne. Mais en réalité, malheureusement ou heureusement, j'ai la même vie que lui et je crois que ça me convient. Pour moi, l'Algérie, c'est le pays des merveilles. C'est le pays dans lequel ma famille a tellement évolué avec beaucoup de bonheur que pour moi, c'est le pays des merveilles. Et en plus, mon père qui était médecin là-bas, il avait une renommée terrible. Il était même président d'un club de foot. On sait à quel point le foot, c'est fédérateur. Donc, quelque part, mon père qui était adulé là-bas, d'ailleurs, quand il est revenu en France, des tas de personnes revenaient d'Algérie rien que pour le voir à Paris. Et lui, quand il nous racontait ces scènes où il était invité à manger à droite, à gauche, avec les familles, partout, c'était vraiment une immense famille, l'Algérie. Et dans cette immense famille, mon père était un des membres de cette famille. Et c'est pour ça que j'ai construit un idéal de vie là-bas. Quand, par exemple, mon grand-père avait une ferme là-bas, je me voyais jouer dans la ferme, alors que je n'ai jamais joué dans cette ferme. Quand mon père me décrivait les paysages qu'il voyait en Algérie, quand il allait faire ses visites à domicile en voiture, et que quand on voyait un western avec John Wayne, il nous disait « Tiens, regarde ce désert, c'est comme ça l'Algérie », moi, chaque fois que je voyais un western, j'avais l'impression de voyager en Algérie et de visiter l'Algérie. Et donc, j'ai construit un paysage algérien à partir des westerns hollywoodiens. C'est quand même dingue, mais c'est forcément beau. Alors maintenant, voilà, c'est ça. Mon Algérie à moi, c'est ça. C'est du soleil, c'est des régions sèches, désertiques, c'est des gens aimables, c'est des gens qui sont frères les uns avec les autres, qu'on soit juif, arabe, ça n'a pas d'importance, mais ils sont tous frères, ils s'invitent les uns chez les autres, chacun respecte l'autre. C'est ça pour moi l'Algérie. Et c'est ce qui me manque terriblement. Et c'est pour ça que une partie de moi, c'est ça. Et donc, je voyage avec mon bagage. J'avais 1 an et demi et non, je ne suis jamais retourné en Algérie, jamais. Et non, c'est pas que je veuille pas, mais j'ai jamais eu l'opportunité de le faire, on m'a jamais proposé de le faire. Mais je me demande quand même, vu l'idéalisation que j'ai faite de ce pays-là, je me demande quand même si je ne vais pas être un peu déçu, parce que vous savez, quand on construit un idéal, après on peut être un peu perturbé par la réalité. Alors moi, ce que j'aimerais quand même, c'est revoir la ferme de mon grand-père, parce que je crois que de tout ce qu'on m'a raconté, c'est la ferme de mon grand-père qui me manque le plus. Le petit restaurant, le petit boui-boui de mon grand-père paternel, qui s'appelait le petit chez-soi d'ailleurs. Ce petit boui-boui, j'aimerais bien le voir, mais c'est pas quelque chose qui va me faire voyager énormément. Mais une ferme, pour moi qui suis vétérinaire, une ferme où il y avait des chevaux, où il y avait des moutons, où il y avait des... C'est quelque chose, c'est magique pour moi. Alors, pour le petit garçon qu'on disait limite phobique sociale, devenir vétérinaire, on a l'impression que ça faisait partie de ton destin, parce que naître à Tiaret, oui. C'est pas un hasard. Oui, je pense qu'effectivement, et être vétérinaire, c'est le bonheur de pouvoir échanger et apporter du bien à des êtres qui ne peuvent rien nous demander puisqu'ils ne parlent pas. Et finalement, les animaux, ils sont comme moi, muets. Tiaret, effectivement, ça veut dire la lionne. Et la lionne, donc c'est quelque chose de magique, d'autant qu'en ayant pris la succession du docteur Klein, eh bien, je me suis occupé de beaucoup de fauves. Les lions, les tigres, tout ça, j'en ai vu beaucoup. Et donc, ça me touche vraiment particulièrement. Et l'animal, il sent, même à distance,
les émotions. C'est-à-dire que quand nous, on a une pensée dans notre tête, en fait notre tête c'est quoi? C'est un cerveau avec des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques, elles véhiculent quelque chose et les animaux captent ces ondes et ils les décodent. C'est ce qui fait qu'un animal à distance, même vous n'avez rien dit, vous n'avez pas bougé de votre fauteuil, vous voulez sortir votre chien par exemple, vous n'avez rien fait, rien dit, le chien il vient venir vous chercher parce qu'il sait que vous voulez aller sortir avec lui. Et vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, mais il le sait, il a compris. De la même façon, si vous allez lui préparer à manger, vous n'avez encore rien touché, pas un instrument, pas un ustensile, pas un aliment, rien, hop, il sait qu'il va manger. Parce que dans votre tête, vous avez déjà émis l'idée avant de la faire que vous alliez lui préparer à manger. Et le fait d'émettre une idée, c'est émettre des ondes électromagnétiques. Et les chiens qui n'ont pas le langage, ils décodent cela. Et à partir du moment où ils l'ont décodé, ils écoutent le message, ils vont vers leur gamelle. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, je crois que mon histoire, quelque part, elle a été écrite avant d'être dans mon bouquin. Elle a été écrite parce que j'ai l'impression que devant mes pas, se sont mis des tas de choses, et c'est grâce à ces choses qui se sont mises toutes seules, que je n'ai pas été chercher devant mes pas, c'est grâce à ces choses-là que mon parcours s'est fait. Alors évidemment, quand il y a une porte qui s'ouvre et que je m'y engage, j'étais libre de m'y engager ou pas. Mais je dirais que mon naturel un peu curieux, mon naturel un peu observateur a fait que j'avais tendance à vouloir aller explorer ces choses-là. Et c'est pour ça que, effectivement, j'ai envie d'aller voir cette Algérie parce que j'aimerais bien que mes yeux, mes vrais yeux, voient ce qu'est l'Algérie, voient ce que c'est que cette hospitalité algérienne, voir ce que c'est que ces paysages algériens. Ce qui est dur pour moi, c'est de se dire que ces événements qu'il y a eu en Algérie, cette guerre qu'il y a eu en Algérie, c'est quelque chose qui a séparé des humains qui n'étaient pas faits pour se séparer. On a la même culture, qu'on soit juif, pieds noirs, on a tous la même culture, on est dans le même bassin méditerranéen, on a le même sentiment d'hospitalité, on a le cœur qui se réchauffe par le même soleil. Je ne comprends pas comment on peut arriver à des situations aussi extrêmes. Et c'est ce qui fait que, n'ayant pas la possibilité de changer ces situations, je préfère m'en mettre à l'écart. Et c'est ce qui fait que j'ai construit mon monde, parce que je ne voulais pas vivre ce monde et être dans ce monde. Donc j'ai construit mon monde, fait d'idéal, fait de contact avec les animaux. C'est une façon pour moi de me soustraire à ce sur quoi je ne peux pas agir. Ça m'a formaté. En fait, je crois que ce qui a mûri mes idées, c'est d'être resté longtemps enfermé dans la cocotte minute de ma tête. C'est-à-dire que ma tête, c'était un truc dans lequel il y a eu un gros bouillon, avec beaucoup de légumes, comme dans un couscous. Beaucoup de légumes. Et tous ces légumes cuisant ensemble donnent une saveur particulière à l'ensemble. Et si vous prenez une courgette toute seule, elle n'a pas une saveur extraordinaire. Si vous la mangez avec du potiron, ça a déjà une autre saveur. Quand vous rajoutez des pois chiches aussi. Et puis, le bon bouillon, finalement, c'est ça. Et je crois que ma tête est restée tellement longtemps enfermée que toutes ces idées ont macéré, et il en est sorti quelque chose. Ma philosophie personnelle que j'oblige personne de suivre, mais ma philosophie qui considère qu'il faut toujours positiver. C'est-à-dire qu'on peut subir des tempêtes, on peut subir des tas de choses, mais il faut se dire qu'après la tempête, il y a autre chose. Et on ne peut pas rester obnubilé sur la tempête. Quelque part, voyager, faire voyager son esprit jusqu'à après ce qui est compliqué, c'est déjà avoir un rayon de soleil. Et le rayon de soleil, c'est forcément l'Algérie. Ce livre, c'est une thérapie pour moi. C'est une thérapie parce que, d'abord, je ne pensais pas écrire un livre. Jamais j'ai pensé écrire un livre. Et c'est Clémentine Dabadi qui m'a mis sur le chemin de ce livre. Et ensuite, ce livre existe aussi parce que j'ai demandé à mes enfants s'ils seraient heureux que j'écrive ce livre. Et quand j'ai commencé à écrire les 10 premières pages de ce livre et que je les ai soumises à mes enfants avant qui que ce soit d'autre, parce que c'était mes enfants qui primaient, eh bien, les 3 unanimement ont été fous de joie et ont eu envie de partager l'histoire de leur père avec autrui. Et c'est comme ça qu'ils ont eu envie que je raconte mon histoire. Et je me suis pris au jeu et j'ai écrit ce livre comme ça. Donc, a posteriori, maintenant, je dis que c'est une thérapie parce que j'ai écrit des choses dans ce livre que ma femme psychiatre ne connaissait pas, mes parents qui m'ont fait naître ne me connaissaient pas, mes frères et sœurs ne me connaissaient pas. J'ai fait pleurer toute ma famille avec ce livre parce qu'ils ont tous découvert des tas de choses, mais bon, c'est comme ça. C'est mon histoire et c'est thérapeutique dans le sens où j'ai le sentiment de m'être libéré de quelque chose qui pesait en moi, mais maintenant je suis libéré parce que c'est écrit, noir sur blanc, et bien maintenant c'est mon histoire, elle est publique. Comme on part en vacances, on va visiter une région,
eh bien on fait un itinéraire. Eh bien là c'est mon itinéraire, un itinéraire un peu particulier, mais il n'y a pas d'itinéraire plus moche ou plus beau qu'un autre. Il y a des itinéraires, et il y en a qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent moins. Eh bien cet itinéraire, c'est celui de ma vie, et il a beaucoup touché ma famille, il touche beaucoup d'amis, parce que déjà beaucoup de personnes l'ont lu. Quand ils commencent à le lire en 2-3 jours maximum, ils le finissent, parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher le livre. Donc quelque part, c'est que c'est un itinéraire qui est plaisant, un itinéraire qu'on a envie on a envie d'aller voir ce qu'il y a après, tout le temps, c'est quelque chose qui plaît, parce qu'il y a parfois des itinéraires, on a envie tout de suite que ça s'arrête, c'est des itinéraires cauchemars. Là, c'est un itinéraire bonheur, c'est un itinéraire espoir, c'est un itinéraire soleil, toujours se relever, et même si on ne sait pas encore si on va réussir à se relever, il faut se laisser dans sa tête un coin de se dire on va peut-être réussir à se relever. Et je dirais que si quand on est tombé, on a les yeux qui regardent encore vers le haut, c'est qu'on peut se relever. Et il faut tenir, parce que quelque part, personne ne va vivre votre vie à votre place. C'est votre vie. Vous êtes le seul responsable de votre vie. Si vous décidez de ne pas aller quelque part, c'est vous seul qui déciderez de ne pas y aller. Mais si vous avez un petit coin d'espoir dans votre tête et que vous l'empruntez, c'est vous qui en tirerez les bénéfices, ce n'est pas les autres autour. Donc si vous voulez faire quelque chose pour vous, c'est pour vous que vous le faites. Ce n'est pas pour les autres. Et alors après, si vous êtes heureux, c'est tant mieux. Mais si vous n'êtes pas heureux, il n'y a qu'à vous qu'il faudra vous en prendre. Je dis toujours, les cicatrices sont la mémoire de l'amnésie du temps. Ça veut dire simplement que quand on a été blessé, qu'on a une cicatrice, au bout d'un certain temps, on oublie la douleur de la blessure, on oublie le temps de la cicatrisation, on oublie tout ça. Mais on retrouve sur notre peau une cicatrice. Eh bien, cette cicatrice, c'est la mémoire de l'amnésie du temps, c'est-à-dire que le temps nous a fait tout oublier, mais il reste cette petite trace. Et cette petite trace, eh bien, c'est une page d'un livre écrit, c'est une page d'une famille ou d'autre chose. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'aventure de la vie, au même titre que une blessure sur un arbre, au même titre qu'un petit accroc sur un objet. C'est comme ça, c'est une trace du fait qu'il a vécu. Sinon, si tout est aseptique, tout est parfaitement net et lisse, c'est pas de la vie. On a tous des cicatrices, qu'elles soient visibles ou non, mais on a tous des cicatrices. Elles contribuent à notre vie, c'est notre parcours à nous. En réalité, je n'ai pas écrit ce livre pour un public au départ. J'ai écrit ce livre pour mes enfants et ensuite pour tous mes proches, pour qu'ils puissent savoir un peu ce qui se passe dans ma tête, dans la tête de quelqu'un qui est resté muet pendant très longtemps. Donc comment les choses ont évolué dans ma tête, c'est ça, c'est une révélation. Maintenant, depuis quelques jours, le livre vient tout juste de sortir, mais depuis quelques jours, j'ai déjà des tas de personnes qui m'ont écrit des messages suite à la lecture du livre. Il y a un mari qui m'a engueulé en me disant « Vous vous rendez compte, à cause de vous, ma femme, elle s'est couchée à 3h30 du matin. » Donc, il y a des personnes qui lisent ce livre et qui découvrent une autre facette, parce que j'ai pas beaucoup de relations autour de moi, j'ai pas beaucoup d'amis, on l'avait compris, mais j'ai donc des clients qui sont attachés à moi et qui sont un peu mes amis. Eh bien, ces clients, ils me connaissent sous la façade du vétérinaire, docteur Yves Layani, devant un animal, etc. Mais ils ne connaissent pas le personnage réel, complet qu'il y a derrière. Eh bien, je dirais qu'en dévoilant cela, quelque part, je pense leur apporter une vision différente de leur vétérinaire. Et c'est ça maintenant ce que j'attends. C'est des retours des gens qui l'auront lu pour qu'ils me disent si ce qu'ils imaginaient que j'étais est conforme à ce que j'ai raconté. Est-ce que, voilà, et la plupart des gens, pour l'instant, sont touchés par mon histoire. Et ça me fait très plaisir, parce qu'au bout du compte, à partir du moment où vous amenez un récit qui positive les choses, et qui, dans la tête des gens, donne de l'espoir, donne du bonheur, même s'il y a des événements tragiques, il y a du bonheur dans ce livre, eh bien, transmettre du bonheur, il n'y a rien de plus heureux pour un humain que de transmettre du bonheur à autrui. Donc si grâce à ce livre, bien, j'ai révélé des choses qui rendent les gens heureux, qui rendent les gens encore plus contents de me connaître, eh ben moi ça me fait très plaisir. Moi je crois que le problème de mes parents, c'est que leur parentalité dans les circonstances historiques qu'ils ont vécues est une parentalité qui est quasiment impossible à faire de façon simple et normale. Quand on est déraciné géographiquement, qu'on est déraciné culturellement, il y a trop de choses, c'est un trop gros bouleversement, il faut repartir à zéro avec des souvenirs extrêmement traumatisants. Donc quelque part, même si ma mère n'a pas eu la sensibilité que j'aurais pu espérer d'une mère, même si mon père n'a pas eu la quiétude mentale que j'aurais pu espérer d'un père,
Néanmoins, ils nous ont tous les trois éduqués, nous étions 3 enfants, ils nous ont tous les 3 éduqués tout à fait correctement. On est trois personnes responsables qui avons réussi notre vie et on le doit à nos parents. Maintenant, c'est vrai que les parents idéaux, il faut les mettre aussi dans des situations idéales. Et je pense que dans des situations autres, et je pense que si j'étais resté en Algérie avec mes parents comme avant, ils étaient eux-mêmes, eh ben, je pense que j'aurais eu les meilleurs parents du monde dans les meilleures circonstances. Mais c'est les événements qui ont fait ça. C'est pour ça qu'en aucun cas, je leur en veux de quoi que ce soit. J'ai eu un parcours assez difficile, mais c'est ainsi. Je regrette juste une chose, c'est que les animaux à Paris n'aient pas été un peu plus acceptés qu'ils ne l'étaient. Parce que quand même, quand ma petite souris n'a pas été acceptée par ma mère, ça a été très dur. Ça a été très dur. Un peu plus tôt, quand tu es gamin, l'histoire de l'anecdote des poulets, des poules. Des petits poussins, oui. Ces petits poussins colorés que le frère de mon père nous avait achetés à chacun des 3 enfants et qui m'ont rempli de joie parce que c'est des petits êtres vivants tout illuminés de couleurs, puisqu'on avait mis un colorant vital qui n'était pas du tout nuisible pour le poussin, mais qui lui permettait d'avoir une couleur incroyable, rose fluo, vert fluo, enfin des trucs incroyables. Et malheureusement, ces poussins, ils ont fini chez le fermier, et chez le fermier, ils ont fini égorgés, pendus à un clou, la tête en bas, et c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Tuer des animaux pour se nourrir, c'est quelque chose qui est très difficile. Et pourtant, je ne suis pas végétarien, et pourtant, je mange de la viande, mais je trouve que l'acte de tuer un être vivant, d'autant plus quand on l'a côtoyé, c'est quelque chose de terrible. Donc, on dit toujours loin des yeux, loin du cœur, c'est pour ça que personne ne veut des caméras dans les abattoirs et des choses comme ça. C'est vrai que c'est horrible, c'est terrible. Et je milite au moins pour une chose, c'est l'absence de souffrance des animaux au moment de leur mort. Je veux absolument que dans les années qui viennent, on ne puisse plus dire à un moment donné un animal est mort dans la souffrance. J'ai trop de mal à supporter ça. Que si j'avais été un animal, j'aurais voulu être un oiseau migrateur, très grand, très très grand, pour pas avoir trop de prédateurs et pouvoir faire des kilomètres et des kilomètres libres, ne pas être tenu par le sol, ne pas être... Voilà, j'ai l'impression que l'oiseau, c'est l'animal libre par excellence, parce qu'il voyage dans 3 dimensions, un peu comme le poisson, mais le poisson dans l'eau, il a des contraintes terribles liées à l'eau, alors que dans l'air, j'ai l'impression que c'est l'endroit où on est le plus libre, parce qu'on n'est pas tenu, on n'a pas la pression de l'air qui est... Voilà, c'est... Et puis on change de direction comme ça facilement, Voilà, j'ai l'impression que j'aurais aimé être un oiseau. D'ailleurs, j'avais écrit un petit poème sur les oiseaux, parce que j'avais écrit un truc qui commençait comme ça. J'aurais voulu être un oiseau pour que... En fait, parce que comme je ne parlais pas, j'écrivais. Et donc, j'aimais écrire au stylo plume. À l'époque, il y avait beaucoup de stylo plume, on écrivait. D'ailleurs, toutes mes dédicaces des bouquins, je les fais avec un stylo plume que j'ai sorti que pour l'occasion, que j'avais acheté neuf et que j'ai jamais utilisé. Donc, voilà. Et j'ai écrit sur cette plume avec laquelle j'écrivais, puisque je ne parlais pas, donc j'écrivais, et j'ai écrit sur cette plume, et j'ai écrit un petit poème sur la plume en disant, bon, j'aurais aimé être un oiseau pour que chacune de mes plumes puisse guider ma vue. Et en fait, ces plumes, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de voler, c'est un moyen de s'évader, et il n'y a rien de plus moche qu'un oiseau en cage, par exemple, et je conçois qu'il y a des volières, des choses comme ça, mais j'ai plein de contradictions en fait, c'est-à-dire que je ne supporte pas les oiseaux en cage, les oiseaux en volière, parce que je trouve qu'ils sont enfermés dans un espace beaucoup trop petit pour eux, au même titre que les poissons dans les aquariums, au même titre que les fauves dans les parcs, dans les cirques, et pourtant je les soigne, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai le sentiment que si on ne montre pas ces animaux-là, si on ne les a pas sous les yeux, on cesse de penser à eux, on cesse de savoir qu'ils existent, et donc on les laisse possiblement disparaître. C'est vrai pour beaucoup d'animaux, et notamment des animaux sauvages, mais c'est vrai que c'est un terrible dilemme. Il faut que quelques animaux soient captifs et présentés au public pour que les autres qui sont libres puissent le rester et perdurer. Ça fait partie de mes combats, ça fait partie de mes dilemmes, parce que c'est vrai que je dis pourquoi on va garder un fauve dans un espace clos, alors que je veux que les fauves soient dans la nature. Pourquoi ce fauve plutôt qu'un autre? C'est terrible, c'est dur ce choix, de dire pourquoi on va garder ce fauve et pourquoi on ne va pas le relâcher. Mais quand on sait que pour un fauve, par exemple, il faut 60 hectares de terrain, on se dit, mais s'il y avait un fauve tous les 60 hectares, on ne les verrait jamais. Et si on ne les voit jamais, comment vous voulez les protéger? Après, c'est les braconniers qui vont les voir, c'est les partisans des médecines chinoises complètement controversées sur le pouvoir magique de telle ou telle chose qui n'a pas de sens. Voilà, donc
Donc c'est dur, c'est dur. Mais bon, quelque part, nous les humains, on vit un peu en cage aussi. Hein. On n'est pas tout à fait libre. Donc je me dis que bon, si moi je ne suis pas tout à fait libre, un peu en cage, ben, qu'il y ait quelques animaux aussi en cage, ben, je suis un peu comme eux. On t'a regardé comment? Oh ben, c'était bizarre, mais même mon départ dans l'acupuncture, c'était bizarre, puisque en fait, je suis scientifique, plutôt matheux. Et pour moi, l'acupuncture, dans ma famille, il y a presque que des médecins. On peut faire un hôpital avec toute ma famille. Mais depuis le dentiste, le gynéco, l'anesthésiste, on a tout. Le pharmacien, on a tout. Eh bien, donc, dans ma famille, il n'y a personne qui pratiquait les médecines complémentaires, type acupuncture, homéopathie, personne. Et moi, quand mon prof d'anatomie a proposé de faire un enseignement d'acupuncture, à ce moment-là, je faisais partie de l'équipe de judo de l'école de vétérinaire d'Alfort. Donc, je faisais partie de l'équipe de judo. Je me dis, bon, le judo, c'est asiatique. Et on fait de l'acupuncture, pourquoi pas? Je veux voir, parce que je suis un curieux de nature. Donc, je veux voir. Donc, je vais voir par curiosité. Il se trouve que le prof d'anatomie, je ne le savais pas, mais je l'ai découvert après. C'était en même temps un super champion d'aïkido. Il connaissait le judo, il connaissait plein de trucs. On avait eu plein de points communs. Il adorait le bateau. Et donc, j'ai commencé à suivre cet enseignement d'acupuncture plus par curiosité que par idée d'en faire une pratique quotidienne. Et j'ai découvert en fait que effectivement c'était une médecine qui de temps en temps, quand les pathologies étaient énergétiques, pouvait être efficace et très efficace au point de permettre des rémissions et des guérisons de cas qui n'étaient pas solvables par la médecine occidentale classique. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu pour moi une évidence qu'il fallait que je fasse ça. On ne va pas laisser le risque à un animal de partir parce que la médecine occidentale ne sait pas la soigner. Si une autre médecine sait la soigner, il faut qu'on l'utilise. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé l'acupuncture. Et petit à petit, eh bien, j'ai développé cette façon de soigner. Et paradoxalement, et ça c'est l'aspect positif des choses, quand j'ai eu ma hernie discale qui m'a paralysé et qui faisait que je ne pouvais plus me servir de mes mains, il m'en est resté une séquelle. Alors il y en a qui disent que les séquelles c'est négatif. C'est vrai, souvent c'est ce qu'on dit. Mais moi, ma séquelle, c'est une hyperesthésie, c'est-à-dire que les sens au niveau des mains sont amplifiés. C'est-à-dire que si je reçois 500 grammes de poids sur la main, un poids qui me tombe sur la main de 500 grammes, j'ai l'impression que c'est une enclume qui m'est tombée sur la main. Donc tout est amplifié. Et c'est ce qui fait que les points d'acupuncture, lorsque je les touche, je les sens amplifiés eux aussi. C'est comme si j'avais mis au bout de mes doigts des décodeurs, des points d'acupuncture. Et donc finalement, c'est peut-être un hasard, mais en tout cas, c'est un bonheur que de se dire que j'ai eu des accidents, j'ai eu des traumatismes, j'ai eu un parcours, et ma curiosité m'a ouvert à l'acupuncture, et de mes accidents de parcours m'a permis d'être encore plus efficace en acupuncture. Voilà, c'est le mectope. Chez l'humain, on peut toujours suspecter un effet placebo terrible. Les animaux, ils n'ont pas tous ces a priori qu'ont les humains. Du fait de la culture, de la connaissance humaine, on a beaucoup d'a priori. Parce qu'on a quelqu'un qui nous a dit que le voisin de la cousine, il avait eu de l'acupuncture, que ça avait marché. Donc nous, on se dit, hop, ça va marcher. Donc nous, tout ça, ça constitue notre background, notre arrière-pensée qui fait qu'on se dit, on va regarder ça, pas avec un œil neuf. Un animal qu'on soigne, on le regarde chaque fois avec un œil neuf. À chaque fois avec un œil neuf. Et quand on met des aiguilles sur l'animal, il réagit de façon naturelle. Et je pense que soigner un animal, quel que soit son âge, ça doit être à peu près comme soigner un bébé. Parce que le bébé, lui non plus, n'a pas d'a priori. Il n'a pas construit une histoire dans sa tête suffisamment importante pour modifier son ressenti. Eh bien, l'animal, il est comme ça. Et donc, je pense qu'un animal qui s'endort avec des aiguilles d'acupuncture sur le dos et qui se relaxe, ben, c'est qu'on est dans le bon chemin. Ce n'est pas quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Et je dirais qu'à partir du moment où on se relâche et où on est heureux, après une séance d'acupuncture, ne serait-ce que ça, c'est le début de la thérapie. Il y a plein de maladies d'abord qui se soignent toutes seules. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de médicaments, elles se soignent toutes seules. Seulement dans les pays occidentaux, on est tellement pressé d'arriver à un résultat que même si ça se soigne toute seule en 5 jours, on est pressé que ça aille en 2 jours. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas le monde, il est comme ça. Donc l'acupuncture permet parfois d'éviter de donner de la chimie, d'éviter de donner des molécules et de laisser le corps réagir. Alors on l'oriente un peu en stimulant telle ou telle fonction, en réajustant finalement les niveaux énergétiques. Mais finalement, c'est le corps lui-même qui se soigne. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est de se dire, c'est le corps lui-même. On n'a pas eu besoin d'une aide extérieure. On peut être autiste et se soigner tout seul en quelque sorte, puisque tout seul, on a les ressources pour le faire. Et si on a des déséquilibres qui font qu'on a un organe qui prime sur un autre de façon trop importante, et que juste avec des petites aiguilles, sans rien de chimique, on arrive à réorienter, à rééquilibrer,
et bien finalement on redonne à notre corps un équilibre grâce auquel il va pouvoir avancer et se sortir du mauvais pas dans lequel il est rentré. C'est tout simple. Mon père, c'est clair que c'est le premier personnage qui a marqué ma vie parce qu'on avait beaucoup de points communs. Il se levait très tôt le matin comme moi, il aimait aller partir tout seul à la pêche dans son coin comme moi. Il était colérique, tu l'es pas? Il était colérique, je ne suis pas du tout. Mais j'ai tendance à voir que les bonnes choses en fait, vous voyez. C'est vrai, on me rappelle des choses, mais je ne suis pas colérique. Et d'ailleurs, ça lui a valu un ulcère à l'estomac qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il n'avait pas été colérique. Mais voilà, donc mon père, évidemment, ça a été la première figure emblématique. Mais après, mes grands-parents ont été aussi très importants. Parce que mes grands-parents, ils avaient chacun leur histoire et qu'ils m'ont raconté. Donc ça a été important pour me permettre d'avoir moi, à mon tour, mon histoire. C'est-à-dire que je me suis approprié leur histoire et je l'ai vécu comme si je l'avais moi-même vécu alors que je l'ai vécu par procuration. Mais après, évidemment, d'un point de vue professionnel, je dis toujours, c'est mon deuxième père, c'est Michel Klein. Michel Klein, parce qu'il a commencé à m'amener avec lui dans ses chirurgies dès le tout début quand j'ai commencé avec lui. Ma rencontre avec lui est assez incroyable, vous la lirez dans le livre. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance. C'est quelqu'un qui m'a laissé voir énormément de choses et comme avec mes yeux je regarde tout, j'ai appris énormément de choses avec lui, ce qui fait que très très rapidement mon exercice professionnel a été amplifié de beaucoup par rapport à ce que j'avais pu apprendre à l'école vétérinaire. Donc je dis toujours j'en aurais beaucoup plus appris à ses côtés pendant que j'étais étudiant vétérinaire que pendant toutes mes études vétérinaires. Donc c'est vraiment lui qui m'a le plus façonné. En plus il avait un regard mixte, un regard à la fois sur les maîtres des animaux et un regard sur l'animal. Et ce regard mixte qu'il avait faisait qu'il avait l'aptitude de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il parlait à une personne d'une façon, une autre personne d'une autre façon, il s'adaptait. Et moi qui étais un grand observateur de la vie qui m'entourait, je regardais ça, j'analysais ça et j'enregistrais ça comme sur un disque dur indélébile. Et je mémorise tout ça, sa façon de tenir les animaux, sa façon de les approcher, sa façon de regarder avec insistance un animal sauvage à distance pour faire un diagnostic sans même le toucher. Regarder, prendre le temps de regarder, prendre le temps de réfléchir. C'est des choses qu'on n'apprend plus de nos jours. C'est des choses qui ne s'apprennent même pas dans les livres. C'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour pouvoir les transmettre. Eh bien, grâce à lui, j'ai connu ça, j'ai appris cela et maintenant, j'apprends ça à mon fils parce que maintenant, j'ai un enfant qui est vétérinaire sur les 3. Et cet enfant vétérinaire, ben, j'ai beaucoup de bonheur à lui dire les choses que personne d'autre que son père ne lui dira. Grâce à Michel Klein, j'ai démarré la télévision à IDF1. IDF1, c'est une petite chaîne de la TNT dirigée par Jean-Luc Azoulay. Là, j'ai commencé avec une chronique de 40 minutes en direct toutes les semaines. Je crois que ça a été ma première thérapie avant le livre. Ça a été ma première thérapie parce que c'était un monde complètement inconnu de moi, complètement inconnu. Même si j'avais fait une fois une télé avec Michel Klein où il m'avait fait amener son petit chat, Cassidy, de l'auberge du Fol Amour. Et c'était une prestation relativement... Ouais, c'était pas ma prestation, c'était une présence sur un plateau. Mais là, c'était réellement une prestation. Et pendant toutes ces années où j'ai travaillé bénévolement à IDF1, j'étais très très heureux parce que j'avais encore l'impression de voir encore un autre monde, de découvrir. Et en fait, je crois que je suis un explorateur de la vie. C'est-à-dire que j'explore différents domaines qui s'ouvrent à moi et à chaque fois, je suis content. Je trouve toujours quelque chose d'intéressant. Et j'ai l'impression que je grandis vraiment à vivre toutes ces histoires. Et en plus, non seulement je grandis, mais en plus, je ne vieillis pas. J'ai l'impression de ne pas vieillir parce qu'à chaque fois, j'ai quelque chose et je le reprends avec autant d'enthousiasme que quand un enfant découvre un nouveau jeu ou quelque chose. Je suis un émerveillé chronique. J'ai beaucoup de choses à dire parce que j'en ai pas dit beaucoup pendant longtemps et qu'après, donc, on a un peu plus de choses à dire. C'est comme quand on lâche les vannes d'un barrage, il y a beaucoup d'eau dedans, il ne s'est pas vidé, mais quand on lâche les vannes, il y a beaucoup de choses à lécher. Je crois que sincérité, c'est un mot qui revient et passion. Et passion. Et je crois que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que on peut être réellement passionné que si on est sincère avec l'objet de notre passion. Et je crois que finalement, beaucoup de gens se retrouvent dans mes propos parce qu'en fait, ils ressentent les mêmes choses que moi. Les gens qui ont des animaux qu'ils nous soumettent et qui nous confient pour les soigner, ils sont aussi passionnés que moi par les animaux et en l'occurrence par le leur. Et je dirais qu'ils trouvent dans ma sensibilité la sensibilité qu'eux-mêmes ont vis-à-vis de leur animal et de ce fait, ils se disent que je suis le bon candidat pour apporter
du bien-être et du réconfort à cet animal en souffrance. Et c'est ce qui fait qu'on est proche avec mes patients. Qu'est-ce que le docteur Yves Layani pourrait dire aujourd'hui au petit Yves? Au petit Yves, je lui dirais que le temps avance à une vitesse qu'on ne maîtrise pas, mais qu'il faut parfois être patient, très 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 patient, pour arriver finalement à regarder le bonheur d'avoir accompli un chemin. C'est-à-dire que quand on est un petit Yves, on veut très vite que les choses soient parfaites, on est idéaliste, et quand on veut jouer à la bataille navale et qu'on ne se satisfait pas de sa bataille navale, on va l'inventer soi-même, on voudrait que ça se fasse tout de suite, d'un claquement de doigts. Ben non, ça prend du temps, il faut modifier les choses par soi-même. Eh bien, je dirais surtout au petit Yves, prends le temps, tu as le temps, tu as tout le temps. La longévité humaine, on ne la maîtrise pas, on ne sait pas. Est-ce que je vais vivre 80 ans? Est-ce que je vais vivre 100 ans? 20 ans d'écart, vous vous rendez compte comment c'est énorme? Donc le temps, ça n'a pas d'importance. Si j'ai envie de faire quelque chose en 1 heure et que je peux le faire en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, le temps n'importe pas. Je ne me soucie pas du temps, au même titre que je ne me soucie pas d'ailleurs de tas d'autres choses. Je veux juste, un peu comme un animal, vivre au présent, être heureux du présent. Et si, grâce aux apprentissages de ma vie, je peux transmettre à mes enfants ce goût du présent, c'est tout. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Le futur, on verra bien ce qui sera le futur. Mais pour l'instant, je veux être juste heureux au présent. Parce que mon passé, j'ai eu des choses chaotiques. Elles ont contribué à mon présent actuel. Mais c'est le présent qu'on vit. C'est le présent qui doit nous rendre heureux. Et on doit œuvrer pour le présent. Donc mon petit Yves, t'attends, tu fais ton chemin et tu verras que tu seras heureux, jour après jour. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est le résultat de la chance, du hasard, du travail? Je crois que c'est le résultat de l'ouverture d'esprit. C'est pas que la chance, c'est l'ouverture d'esprit. La chance, on en a toujours un peu, plus ou moins. On a aussi de la malchance. Donc je ne peux pas dire que c'est la chance, parce que quand j'ai eu mon accident de voiture, c'était de la malchance. Et pourtant, elle m'a construit positivement, cette épreuve. Donc c'est pas que de la chance. Mais en tout cas, c'est de la persévérance et surtout de pouvoir tirer de chaque chose une leçon positive pour sa vie. Chaque chose, bénéfique ou maléfique, heureuse ou malheureuse, de chaque chose, on peut tirer quelque chose de bénéfique pour sa propre vie. Et ça, c'est la meilleure leçon. Docteur Yves Layani, vous êtes heureux ou pas? Oui, 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 je suis heureux parce que j'ai le sentiment que des personnes pourront réaliser à quel point ils peuvent être eux-mêmes les artisans de leur propre bonheur, à condition simplement d'en avoir conscience. Mais par les temps qui courent, parfois, on nous occulte notre propre conscience. Alors, libérez-vous de toutes ces contraintes extérieures, vivez pour vous et créez votre propre bonheur. On n'empêche personne d'être heureux, mais soyez vous-même l'acteur de votre bonheur.